Est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous expliquer ton métier? Oui, donc je m'appelle Isabelle Picard. Je suis Wendat. J'ai grandi sur la communauté autochtone de Wendake, près de Québec. J'y vis toujours. Et je suis ethnologue. Une ethnologue, en fait, qu'est-ce que ça fait? C'est une spécialiste des cultures et je me suis spécialisée au niveau des cultures des Premières Nations, des premiers peuples, des Autochtones. Alors aujourd'hui, on veut parler un peu de la place qu'occupent les personnes âgées chez les Autochtones. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de c'est quoi leur rôle dans leur communauté, puis comment on les perçoit aussi? Ben, en fait, c'est qu'il y a deux choses. Il y a le rôle traditionnel, parce qu'évidemment, nos vies comme Autochtones ont beaucoup changé depuis 500 ans, depuis qu'il y a eu un contact avec les Européens. Mais j'ai envie de vous ramener peut-être dans le temps, avant le contact avec les premiers explorateurs, avec Jacques Cartier, avec Champlain, dont vous avez entendu parler. Quel était le rôle des aînés à ce moment-là dans les communautés? Ben d'abord, il faut savoir qu'à cette époque-là, les gens vivaient à peu près 50 ans, c'était pas mal le maximum. Donc déjà, à 50 ans, tu étais considéré comme étant un aîné. C'était la même chose en Europe à l'époque. Et disons que les aînés, c'était un peu comme les enseignants. C'était eux qui gardaient les savoirs, qui gardaient les histoires, parce qu'on n'écrivait pas, on faisait ce qu'on appelle de la tradition orale. Donc, pour connaître l'histoire du peuple, par exemple, ou la culture, ou ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, ou les valeurs, etc., bien, on le faisait par le biais de la tradition orale. Et souvent, c'était des aînés qui racontaient des légendes, qui racontaient des histoires, de longues histoires, des mythes aussi, et dans lesquels on pouvait justement apprendre une foule de choses sur l'histoire de notre nation, de notre communauté, mais aussi, comme je le disais, sur des valeurs, sur des interdits, des choses qu'on n'avait pas le droit de faire, comme être humain, par exemple, bon, voler, penser juste à soi, donc faire preuve d'égoïsme, etc. Et c'était via les aînés qu'on nous racontait ces histoires-là. Ils étaient aussi des porteurs de savoir, donc souvent, c'est eux qui maîtrisaient, par exemple, comment faire des canaux et qui pouvaient transmettre ça ou enseigner ça aux plus jeunes, comment faire des raquettes, le territoire, bon, si on va là, ça s'en va où, il est comment, la bonne chasse, comment on peut faire ça. Donc, il y avait toutes sortes de trucs. Et c'était également des psychologues, des conseillers, parce que, bon, il y avait une grande expérience de vie. Ils connaissaient beaucoup de choses. Ils étaient considérés comme étant sages, beaucoup plus matures que les autres. Et c'était pas rare qu'on allait les voir justement pour parler un peu de nos difficultés, pour avoir des conseils, etc. Donc, ils agissaient un peu à titre de psychologue également. Donc, un rôle très important dans les communautés. Puis aujourd'hui, est-ce que ce rôle-là, il est resté le même? Oui, aujourd'hui, ce rôle-là, il a un peu changé dans les communautés parce que, bon, on est 500 ans plus tard, il y a eu le contact avec une culture qui n'était pas la nôtre. Mais les aînés, aujourd'hui, on les considère encore comme étant ceux qui sont des conseillers. Ça, c'est à peu près vrai partout. Parfois, ils possèdent justement des connaissances qui ont été oubliées, mais parfois non, parce que les aînés, parfois, sont passés par les pensionnats pour autochtones, que vous connaissez peut-être. Et malheureusement, c'est un épisode qui a fait en sorte qu'il y a plusieurs Autochtones qui ont perdu. Il y a eu une coupure avec la culture traditionnelle. C'est le gouvernement canadien qui voulait assimiler les Autochtones et donc ils les envoyaient dans des écoles qui étaient tenues par des prêtres, par des religieuses. Et on a complètement changé la culture de ces Autochtones-là. Et donc, il y a eu une coupure. Donc, c'est plus toujours vrai que les aînés vont avoir toutes les connaissances mais on les considère encore comme étant des personnes sages, comme étant des personnes qui peuvent écouter, auprès de qui on peut se référer. Et oui, quand même, souvent, ce sont les derniers locuteurs, donc les dernières personnes d'une communauté qui vont encore parler la langue ancestrale. Souvent, ce sont les aînés. Je sais que chez les allochtones, souvent, on a peur de vieillir. C'est oh non, là, je vais avoir 30 ans, oh non, oh non. Est-ce que dans les communautés autochtones, c'est bien vu de vieillir? Écoute, j'entends pas ça beaucoup dans les communautés autochtones, effectivement. Je pense que c'est vu comme étant un privilège de pouvoir vieillir parce que, bon Dieu, se rendre à 80, 90 ans, c'est extraordinaire. Quand on vieillit, c'est qu'on devient plus mature, on a plus d'expérience. Puis chez nous, on tourne ça en quelque chose de positif parce que on met pas les aînés à l'écart. Ils font partie de la vie de la communauté. Donc, je pense que c'est pas, on n'a pas peur de vieillir parce qu'on va continuer à faire partie de la communauté. Les gens vont continuer, j'imagine, quand on va vieillir, de venir nous voir pour justement avoir des conseils, pour apprendre de nous, pour
pour parler, pour discuter, pour penser le futur aussi. Les aînés ont beaucoup, beaucoup d'expériences de vie. Donc, souvent, quand on veut réfléchir, on veut prendre une décision dans la communauté, on va aller les consulter aussi. Ils vont pouvoir nous guider, nous aider. Toi, ta relation avec tes grands-parents, ça ressemble ou ressemblait à quoi? En fait, moi, du côté autochtone, mes deux grands-parents, je ne les ai pas connus parce qu'ils sont décédés avant ma naissance. Par contre, comme j'ai grandi dans une communauté autochtone, les aînés, ils sont accessibles à tout le monde. Donc, en avant de chez moi, j'avais une amie qui est encore mon amie, qui s'appelle Tanissa. Et elle avait souvent donc ses grands-parents qui étaient là, ses grands-oncles, ses grandes-tantes, etc. Et moi, j'étais souvent dans cette famille-là. Donc, j'ai eu, et elle était en partie Innu. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'ils arrivaient de Pessamit, qui est une autre communauté près de la Côte-Nord. Donc, j'ai eu ce lien-là avec des aînés qui n'étaient pas de ma communauté, mais qui, justement, avaient peut-être davantage gardé les traditions parce que Pessamit est une communauté considérée comme étant plutôt éloignée. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que les aînés que tu connaissais, les grands-parents de Tanissa peut-être, t'ont transmise? Euh, c'est surtout des valeurs, c'est surtout des interdits, comme je le disais tout à l'heure. Tu sais, on savait vite quand il ne fallait pas faire quelque chose. Mais au-delà de ça, il arrivait toujours avec, par exemple, je me souviens de la grande-tante de Tanissa qui arrivait avec des mocassins en caribou fumé. Moi, je n'avais jamais vu ça. Donc, je posais des questions, mais pourquoi ça sent le fumé, le mocassin? Donc, pourquoi ça sent le fumé? Puis là, on m'expliquait que c'est la peau du caribou qu'on avait fait fumer, donc pour la conserver. Et ça sentait vraiment, il y avait vraiment une odeur de fumée. Donc, on appelle ça du patrimoine matériel. Donc, toute cette culture matérielle-là que j'ai connue, j'ai pu poser des questions. Mais pourquoi, par exemple, quand le frère de Tanissa ou l'oncle de Tanissa est malade, on lui donne des rognons de castor? Puis là, on m'expliquait, ben, parce que les rognons de castor, c'est médicinal. Donc, ça va venir soigner, ça va venir aider à guérir. Donc, j'ai pu poser quand même plusieurs questions de cette façon-là. Mais souvent, c'est juste en les voyant, en les regardant aller aussi. On apprend beaucoup par observation chez les Autochtones. Puis ça s'est transmis jusqu'à moi. Donc, juste en les regardant être, ils m'ont quand même transmis énormément, plus de choses qu'ils penseraient, je pense. Hmm. Et je pense qu'on gagnerait, tout le monde gagnerait à parler avec des aînés. C'est toujours extraordinaire. Ils vont nous raconter des histoires d'un autre temps, puis on comprend, puis en comprenant comment on vivait, mettons, en 1940 ou en 1950, mais on comprend plein de choses par rapport à aujourd'hui. Donc, ça aide beaucoup aussi à comprendre qui on est aujourd'hui quand on va voir un peu dans le passé. Parce que aujourd'hui, comme je le disais, les aînés, bon, les aînés, c'est des personnes âgées, puis souvent, ce sont les derniers à posséder des connaissances comme la langue, comme je parlais tout à l'heure, mais des connaissances comment faire ci ou comment faire ça, ou même des recettes ou comment justement tanner la peau du caribou, la fumée, etc. C'est pas tout le monde qui sait ça aujourd'hui. Et dans les communautés, de plus en plus, on va aller les enregistrer. On a la technologie aujourd'hui, donc on est capable d'arriver avec une caméra, et puis de les enregistrer, donc pour être sûr de ne pas perdre ces savoirs-là. Donc, ils participent beaucoup aussi à la transmission de la culture, à la transmission de nos connaissances, de nos savoir-faire. Les choses ont tellement changé dans dans le dernier siècle que ça serait vraiment intéressant de les mettre à contribution de cette façon-là.